Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 12 octobre aujourd'hui, vous êtes peut-être dans votre voiture à nous écouter en attendant de pouvoir faire le plein. Ces images sont absolument saisissantes. C'est que ces files d'attente aux pompes et puis pas grand monde qui circule en tout cas dans Paris. Ce matin, on a l'impression d'être un dimanche matin. En tout cas, banlieue Paris. Sophie, me regardez pas avec des yeux effarés comme ça. En vélo à Paris aujourd'hui, c'est la place de la Concorde à 18h avec des voitures. Je peux vous dire que les gens, les banlieusards dont je fais partie, visiblement restent chez eux ou ont choisi d'autres moyens de transport parce qu'il y avait personne ce matin. Donc il va y avoir de toute façon, on a entendu les témoignages ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Ça va devenir très très compliqué pour un certain nombre de personnes. On va évidemment revenir sur cette pénurie ou non pénurie de carburant. C'est selon et mauvaise gestion du gouvernement. On en parle avec vous. Les réquisitions, quand est-ce qu'elles vont se mettre en place? Visiblement ce matin, aucun signe de réquisition chez Esso. Les salaires, faut-il augmenter tous les salaires? C'est en tout cas ce que demandait ce matin Fabien Roussel sur Sud Radio. Ukraine, je voulais qu'on en parle ce soir. Le président de la République sera sur France 2 et puis on renforce notre soutien militaire à l'Europe de l'Est et puis ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Bref, beaucoup de sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christian, je vais vous présenter peut-être tous avant quand même. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Geneviève Gotzinger, communicante, présidente de l'agence Image. Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Vous êtes sous le soleil de Provence. Avocat. Non, il fait pas beau. Moyen, mais c'est très agréable. Bon. C'est très agréable. Vue du droit, c'est votre blog, votre livre Une justice politique, lecture indispensable est paru aux éditions de L'Artilleur. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et votre dernier livre La France sans dessus dessous aux éditions Erol. Commencez le tome 2. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec Christian de Villeneuve. C'est mercredi, sortie cinéma. Oui, un coup de cœur dans cette actualité un peu compliquée. Je voudrais saluer la sortie très opportune du film Simone, le voyage du siècle. Une sortie très opportune qui retrace les multiples combats de Simone Veil et qui rend hommage surtout à une femme politique qui a durablement et positivement fait évoluer la cause des femmes. Et puis je dirais une sortie très opportune lorsqu'on voit comment... Parlez bien dans le micro. Lorsqu'on voit comment un certain nombre d'États aux États-Unis remettent en question l'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Alors j'ai lu les critiques. Elles sont mitigées. Partagées. Mais je crois que Elsa Zilberstein fait une très bonne performance. Voilà. Oui. Alors on lui reproche de ressembler trop à Simone Veil, ce que j'ai trouvé incroyable. Oui, alors elle dit qu'elle s'est vraiment imprégnée du rôle. Mais on avait, nous, Christiana Reali, en invité média lundi, qui joue au théâtre Antoine. Si vous êtes à Paris, allez la voir. Elle reprend la pièce. Elle a été nommée pour un Molière. Et elle disait qu'à chaque fois qu'elle monte sur scène, elle jouait l'année dernière, elle se disait que c'était d'une actualité incroyable. Que cette femme, ses combats étaient d'une actualité incroyable. Toute sa vie, tout ce qu'elle a combattu, tout ce pourquoi elle s'est battue, faisait écho encore aujourd'hui. Avec toujours une très grande dignité. Mais pas commode, hein? Non, c'était une femme de caractère. Mais j'en connais d'autres. J'ai un peu connu, pas commode. Non, elle n'était pas commode. On peut dire un mot aussi sur ce parc Simone Veil. Hier, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Mais alors, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que cette pancarte, ce portail, a été inauguré il y a plus d'un mois et il n'avait provoqué aucune réaction. Et ce sont les réseaux sociaux, une nouvelle fois, qui ont provoqué la réaction et finalement la suppression de ce portail. Parce que le fronton du parc ressemblait au panneau d'entrée du camp d'Auschwitz. Très malheureuse. Effectivement, coïncidence si on en croit les propriétaires de ce parc. C'est effectivement un film qu'il faut aller voir. Je pense que c'est un film qu'il faut projeter dans les écoles. On est dans une période de remise en cause de ces droits-là dans un certain nombre de pays. On est aussi dans une période de retour. On parlera tout à l'heure de la Russie, j'imagine, mais dans la croisade anti-occidentale qu'a déclenché Vladimir Poutine, il y a aussi la remise en cause d'un certain nombre de droits et d'un certain nombre de valeurs, de droits des femmes. Oui. Alors, Régis, c'est un coup de gueule. Oui, contre ma chère Ursula von der Leyen. C'est presque toutes les semaines. C'est presque toutes les semaines, Régis.
Non, là, cette fois-ci, c'est assez précis. Moi, voilà quelqu'un qui est, comment dire, assez peu apprécié dans son pays. Hein. Madame Merkel s'est débrouillée pour s'en débarrasser. L'autre jour, j'ai entendu un parlementaire européen allemand dire « Je vous pensais incompétente et criminelle, mais vous êtes pire que ça ». C'est très intéressant. Non, sur un point spécifique, ce sont ses relations avec les États-Unis. C'est quelqu'un qui roule pour les États-Unis. Il y avait un très bon article dans la Tribune, signé par un député MoDem, ce ne sont pas des extrémistes, à propos du transfert des données européennes aux États-Unis. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une première tentative qui a été faite en 2020. La Cour de justice a retoqué ça en disant c'est pas possible, il n'y a aucune protection, aucune garantie, etc. Et elle a recommencé. Tout en continuant à refuser de transmettre ces échanges de SMS avec Pfizer. Je crois que c'est quelqu'un qui est très profondément corrompu, c'est ce qu'on dit en Allemagne d'ailleurs. Mais là, je veux dire, pas, vous y allez. Oui, faire attention. C'est ce qu'on dit, mais il n'y a pas de preuve. Elle n'a pas été. Je dis bien, c'est ce qu'on dit en Allemagne. Elle n'est pas la seule. Hein. Et donc, le problème là, il s'agit d'abord, c'est un capital important. C'est un capital important que les données européennes, les métadonnées, et les transmettre aux États-Unis. On sait ce qu'ils en font. On n'a aucune espèce de garantie. On sait leur. On est en plein complotisme là. En fait. Oui. Ah oui, il n'y a pas d'extraterritorialité du droit. Il n'y en a aucune. Ils n'ont pas récupéré Alstom. Ils viennent d'en récupérer d'autres. D'où l'incident hier à l'Assemblée nationale, parce qu'on parle des mots choisis, on ne parle pas du fond qui était la question posée. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve qu'elle fait tout et n'importe quoi et on ne réagit pas. Voilà. C'est pas du complotisme de penser que les Américains ont des arrière-pensées, et passent leur temps à effectivement cibler des entreprises, utiliser leur système de sanctions. Si vous avez utilisé les dollars pour ensuite... Il n'y a qu'à voir la BNP, tout ce que la BNP a subi. Mais bien sûr, enfin écoutez, et là, non, si vous voulez, cette accusation de complotisme, au bout d'un moment, ma chère Geneviève, ça va. Voilà, c'est dit. C'est dit, voilà. Cela dit, les Allemands ont toujours été très proches des Américains. C'est vrai aussi que, voilà, alors dans un monde mondialisé, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? On est bien content quand ils fournissent des armes. On veut pas qu'ils en fournissent trop. On veut pas. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Sophie, votre. Allez demander aux Allemands ce qu'ils pensent du sabotage de Nord Stream. De Nord Stream. Effectivement. Oui. Bon, on sait à peu près qui l'a fait. Je pense que les Allemands, sur les rapports avec les États-Unis, ils font un peu la tête et il va falloir qu'ils chauffent cet hiver. Sophie, c'est un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule qui est plus général même que le coup de gueule lui-même. La France aujourd'hui est en survoltage. C'est épouvantable et ça s'étend aux écoles. Et là, je voulais un coup de gueule contre des élèves. Enfin, un coup de gueule, peut-on faire un coup de gueule? Ils ont lancé un appel au blocus pour réclamer, c'est extraordinaire, l'aide aux devoirs dans toutes les matières. Je veux dire, c'est hallucinant quand même. L'aide aux devoirs dans toutes les matières, la levée de l'interdiction du port de tenues amples, type abaya, assimilée à des vêtements religieux, et puis pour soutenir, et là c'est extraordinaire, le prof de mathématiques qui a été suspendu. Et alors, il faut un blocus ce matin, et l'Académie de Versailles, je ne dis pas parce que ça va leur faire de la pub. Bon. C'est dans l'Académie de Versailles. Mais il y a eu, parce que moi j'ai vu passer hier des tweets disant les policiers sont intervenus brutalement pour casser le blocus, etc. Et puis je me suis intéressée effectivement à ce qui se passait. Et l'une des revendications, c'est effectivement de pouvoir porter l'abaya et les tenues amples. Alors, alors maintenant, de toute façon, dès qu'un flic intervient, on dit que c'est de façon violente, surtout il y a des enfants, on est tranquille, on est évidemment contre les flics d'emblée, c'est fini. Bon, maintenant, je veux bien qu'on laisse ça aller, je pense que c'est à l'Académie de Versailles de réagir. Je pense également qu'il y a des directeurs comme il y a des PDG dans les entreprises, on va en reparler, et qu'il faut agir vraiment, mais que c'est partout. Je veux dire, c'est à volo. Je veux dire, il n'y a plus de respect de l'autorité, il n'y a plus de respect de l'ordre, l'Assemblée nationale ne donne pas l'exemple, les entreprises n'en parlons pas, la CGT met de l'huile sur le feu partout. Je suis très inquiète de l'état de désordre de la France, très inquiète. Oui, non, mais c'est aussi dans ce qui s'est passé au moment hier dans certains endroits. Oui, l'essence. Pour l'essence, où certains voyous, il n'y a pas d'autre mot, ont mis
mis, on mis leurs racketté, potes, on mis des taxes d'accès. Et puis l'un d'entre eux a été arrêté pour rébellion et outrage. Ça veut dire que non seulement ces types font du commerce illégal, foutent le bordel, il n'y a pas d'autre mot, et en plus ils se révoltent quand les policiers arrivent. Mais c'est ce que je dis. Et donc il va falloir aussi chacun d'entre nous que les policiers, on les respecte, terminé, qu'ils soient un peu violents. Non, mais il faut comprendre un un peu aussi l'état de la police en ce moment quand même. C'est une crise globale de l'autorité. C'est une crise globale de l'autorité. Et il y a encore mieux, parce que ça finit par être drôle. Il y a une banlieue qui a pris le poste d'essence, et il y avait que les banlieues, ceux qui habitaient la banlieue, qui pouvaient prendre de l'essence. Les autres étaient virés. Il y avait un tri. Donc ça finit par être drôle. Les territoires perdus de la République. Voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'impunément, ils peuvent aller mettre en coupe réglée une station-service et organiser avec des jerrycans la vente. Valérie, c'est la nature à horreur du vide. C'est-à-dire qu'on a des espaces où l'État devrait faire son boulot dans ses fonctions régaliennes. Vous avez vu le scandale sur les passeports, etc. Absolument. Mais dès lors qu'il laisse des espaces, et là c'est exactement le sujet, eh ben la pègre s'y installe. C'est normal, c'est partout pareil. Et alors Gérald Darmanin essaie là actuellement, mais je pense que la réaction là aujourd'hui c'est sur le terrain. Il essaie de réformer la justice et la police, les magistrats. Non, la police, il ne s'occupe pas la police judiciaire. Oui, la police judiciaire. Mais je pense qu'il faut réformer, mais je ne sais pas si c'est le moment, parce que là c'est... Non, mais il faut réformer, il y a tout un débat autour de la police judiciaire. Quand vous voyez la mobilisation de la police judiciaire qui est plutôt discrète, qui sont des policiers de terrain et qui se manifestent à ce point-là face à leur hiérarchie, là aussi, ça rejoint un peu un sujet que je voulais traiter. Vous vous souvenez, au moment de Hollande, il y avait eu ce titre, les amateurs. Mais est-ce qu'ils sont beaucoup mieux aujourd'hui, nos ministres et notre gouvernement? Ils sont surtout impuissants. Oui, ils sont impuissants. C'est surtout ça. Alors on va marquer une pause, on va y revenir dans un instant, ça va aller dans le sens du coup de gueule de Geneviève. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec vous, avec Christian de Villeneuve, Régis de Castelnau, Geneviève Gotzinger et Sophie de Menton. Geneviève, votre coup de gueule concerne cette crise de l'approvisionnement. Un peu pointu, ça va être contre la formule très malheureuse de la CGT hier. Le gouvernement nous a déclaré la guerre. À l'annonce des réquisitions. Je trouve que le terme de déclaration de guerre, dans le contexte présent de vraie guerre, qui joue quand même sur le territoire européen, après des frappes extrêmement violentes contre un certain nombre de villes ukrainiennes, des crimes de guerre qui ont été commis récemment, on ne parle pas comme ça. C'est une formule particulièrement indécente. Maintenant, si on veut la retourner, c'est plutôt quand même la CGT qui a déclaré la guerre aux Français. C'est pas le gouvernement qui a déclaré la guerre à la CGT. Nous sommes bien d'accord. Voilà. On apprend à l'instant que le gouvernement lance la réquisition des personnels à la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon. Il était temps. Donc c'est en Normandie et il était temps. Mais ExxonMobil c'est pas Total donc. Non, c'est pas Total. C'est Esso. Moi ce que je trouve assez surréaliste, on attaque d'abord. Parce qu'en fait il y a eu un accord qui a été conclu entre Total. Non, chez Esso. Il y a eu un accord qui a été conclu. Les syndicats majoritaires ont accepté cette hausse de 6,5% et la CGT et Sud ont refusé cet accord. Voilà, et ils sont minoritaires. Et j'entendais ce matin que parfois il y a un employé sur 4 qui fait grève sur un poste, mais qu'il bloque totalement ce poste. 17 chez Total bloquaient la France. 17. Il y avait 17 grévistes. Oui, mais j'ai vu hier les images. C'est hallucinant. Et sur un poste, effectivement, ce sont des postes d'agents de maîtrise qui détiennent la gestion de la raffinerie. Mais maintenant, on en reparlera, mais je pense que le rôle d'un président d'entreprise, Pouyanné n'a pas été à la hauteur du tout. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord on sent un petit peu le climat. Je suis désolée. Jamais serait arrivé à Christophe de Margerie, qui était l'ancien président de Total, qui avait une espèce de sensibilité. Il faut savoir que Pouyanné n'est pas très proche du personnel, disons. Il a la réputation d'être brutal, mais enfin. Et puis de s'être augmenté de façon assez brutale aussi. Enfin, vu le contexte, on comprend aussi peut-être la réaction parfois des salariés. En tout cas, ça peut expliquer. Il s'augmente comme il veut. Il a un salaire effectivement extrêmement élevé. C'est-à-dire ?
Je ne veux même pas dire le chiffre parce que ça va faire une autre grève. Mais je pense qu'un patron doit sentir les choses, il doit aller sur le terrain, il aurait dû être parmi les grévistes. Parce que j'entendais que depuis le 12 septembre, cette grève a été lancée, annoncée, que ça a commencé le 26. Moi, j'ai envie quand même de fixer les responsabilités là où elles sont. C'est d'abord la CGT. Non, c'est d'abord la CGT. La CGT qui a... Et d'ailleurs, les responsables ne le cachent pas, qui pratique la grève préventive pour la grève préventive pour faire pression sur les négociations qui devaient avoir lieu au mois de janvier et qui étaient avancées au mois de novembre, et on est le 10 octobre et la direction Total est prête à ouvrir les négociations. La responsabilité principale, elle est à la CGT, point. Ouais. Oui. Non, elle n'est pas qu'à la CGT. Elle est au fait qu'on ait laissé, qu'on ait laissé la CGT d'abord se comporter comme ça dans ce pays elle tient le pays. Donc il y a la responsabilité politique, la responsabilité des partenaires sociaux pas capables de discuter vraiment entre eux. Là-dessus, oui. Question interne à la CGT, aussi avec la succession l'année prochaine de Jean-Claude Martinez, avec manifestement un débat interne et voilà. Non, mais ça veut deux dire clans qui s'affrontent là-dessus et qui prennent la France en otage. Exactement. Ouais. Parce que la prochaine devrait être verte, si je puis dire. Alors, deux observations. D'abord, je rebondis sur la première, effectivement, sur ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que la CGT se prépare à un congrès avec la succession de Martinez, mais attention, derrière la succession de Martinez, il y a véritablement deux lignes qui s'affrontent. Hein. C'est clair, et je pense qu'il y a des enjeux forts pour la CGT qui aujourd'hui est quand même une centrale en grosse difficulté. En France, le taux de syndicalisation, le rôle des syndicats, tout ça, c'est quelque chose... Elle a perdu le leadership par rapport à la CGT. Je vais vous donner... Alors, dans la sphère privée, dans la sphère économique privée, c'est exact, mais bon, il y a le public où elle est quand même puissante. Peu importe, il y a ça, mais... Ensuite, concernant le problème aujourd'hui de désorganisation, etc. Mais je vais dire, mais c'est le début. Ça n'est que le début. On est quand même dans une situation où on va passer un hiver difficile, avec la crise énergétique qui est une réalité, avec l'inflation, avec la récession. Parce que tout à l'heure, je parlais du sabotage des gazoducs. L'Allemagne est dans une situation terrible, terrible. Et quand j'entends Monsieur Bruno Le Maire venir dénoncer à l'Assemblée nationale le fait que les Américains, Geneviève, les Américains nous vendent le GNL 5 fois plus cher qu'à leurs entreprises. Hein, ils ont probablement saboté les gazoducs et puis maintenant, ils font du business avec ça. Je pense que c'est le début. Et comme en plus on a une situation politique qui est une situation de crise, on a un président de la République qui n'a plus les moyens de sa gouvernance. Non. C'est une réalité. Mais qui les aurait ? Non, il n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité. Non, mais même. Non, on n'est pas dans un pays où il y a. Pas tous en même temps. Oui, pardon. Où je veux bien. La situation, c'est ingérable. On est impuissant face à l'état de la France. Nous sommes tous Français responsables un peu de ça. Mais je ne vois pas qui ferait tellement mieux que Macron. C'est pas la question. Si, un peu. Non, la question, c'est l'absence de majorité parlementaire pour appliquer une politique. On l'aura jamais. Il l'a eu pendant 5 ans. Oui. Pardon, Sarkozy l'a eu aussi quand il y a eu en 2010 et qu'il non, mais ça remet d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça remet d'actualité une possible dissolution. Oui. Parce que, dans ce cas, s'il y a une incapacité à gouverner, une des solutions, c'est de retourner devant les urnes. Le président de la République avait cette intuition il y a déjà 1 an. Il avait l'intuition qu'il serait réélu et qu'il n'aurait pas d'Assemblée nationale à sa majorité. Et je dois dire on peut dire ce qu'on veut, il veut réformer. Il n'y arrive pas, c'est une chose, mais il voulait réformer et il y a une impuissance face à. Mais là, concrètement, dans la situation actuelle, c'est la question qui revient depuis 2 ou 3 jours. Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir ? C'est un conflit privé, certes, mais on voit les conséquences. Encore une fois, écoutez les témoignages, regardez les pompes à essence. La France va être bloquée. Ils n'ont pas pris la mesure. C'est grave. Clairement, il n'a pas pris la mesure. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement, non ? Il y a quand même. Très honnêtement, je ne vois pas comment on peut dire qu'il aurait pu réagir plus vite. À 48 heures près, peut-être.
Mais quand vous avez une grève qui démarre, alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'il appelle Pouyanné, qu'il agisse en sous-main, mais il ne pouvait pas faire autre chose officiellement. Je crois que Macron a raison quand il dit que ce n'est pas au président de la République de gérer des conflits pris dans les entreprises privées. Sauf que là, la France est bloquée, donc il y a un moment où ça a des conséquences compliquées. Est-ce que c'était prévisible? Non, ce qui était prévisible, c'est qu'on sentait une montée du mécontentement en France, surtout liée au pouvoir d'achat, et donc on se disait quelle va être l'étincelle qui va déclencher le mouvement. Oui. Jamais où on pense. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose. Moi, je suis désolé par rapport à cette grève qui est quand même incongrue. Quand on voit que les gens qui font grève, qui bloquent, il y a une minorité aujourd'hui, la minorité qui fait grève, qui met la France dans le bordel, parce qu'il y a pas qu'on connaît aujourd'hui. Cette minorité est rémunérée 3 fois le prix d'une infirmière. Ça pose une vraie question. C'était comme les pilotes, quand il y avait des grèves des pilotes avec des salaires pareils. Ça pose une vraie question, voilà, et c'est inadmissible. Alors après, c'est vrai que moi, je suis toujours étonné quand il y a des micros qui se baladent dans les files d'attente, et les gens disent on attend depuis 2 heures, mais on comprend pourquoi il fait grève. Alors, c'est la grève par procuration. Oui, alors voilà. Absolument. Mais non, mais c'est un phénomène déjà ancien maintenant, donc moi j'attends de voir les études d'opinion sur ce mouvement. Je pense que c'est le reflet d'une crise profonde. Oui, c'est le reflet d'une crise profonde, et la question est... mais c'est pas la crise profonde, c'est très grave là, parce que les gens qui vous disent on peut comprendre, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent que même à 5000 balles, il faudrait avoir plus d'argent. Non, mais c'est pas 5000 balles, ça a été un peu... Non, avec ça comprend les primes. Sinon c'est 2007. Mais avec les primes, au bout de l'année, quand vous calculez, ça revient à 5 000 € brut par mois. J'ai bien regardé en détail. Donc, en moyenne, en moyenne, certains. Sachant que la moyenne est à 2005 en France. La révolte dira, c'est contre l'argent. Quand on a vu la réflexion stupide de Ségolène Royal, extraordinaire, disant qu'il fallait limiter et les salaires et limiter, enfin il fallait tout limiter. L'essence. Mais la question, elle se pose. Ce matin, Sandrine Rousseau appelle à une grève générale. Vous allez entendre Rousseau, Ségolène Royal, même combat. Vous allez entendre Fabien Roussel dans un instant. Pour l'instant, c'est la pub, 9h28 sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, ça débat chez Expert. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue de parler, on s'arrête jamais. Sophie de Menton, Régis de Castelnau, Christian de Villeneuve, Geneviève Gotzinger. On va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais écoutez Fabien Roussel, qui était ce matin l'invité de Patrick Roger, ce qu'il disait à propos des salaires. Tous les salariés devraient se mobiliser de manière solidaire pour obtenir une augmentation générale des salaires. C'est la demande que j'ai faite à la Première ministre hier, de convoquer une conférence salariale, une conférence générale vous voulez des salaires. Étendre ça. C'est à l'initiative du gouvernement, c'est de la responsabilité du gouvernement d'inviter toutes les branches professionnelles à venir à Matignon et de dire maintenant, mesdames et messieurs les patrons, il faut une augmentation générale des salaires. Le SMIC a augmenté, pas assez à notre goût, mais il a augmenté. Nous vous demandons que tous les salaires au-dessus du SMIC augmentent en fonction de l'inflation. Voilà, donc... voyons. Voyons. Vous savez que c'est évident. Et puis même une petite grève générale. Allez. Non mais attendez, c'est pas responsable. Et pourtant, c'est un leader qui semblait pendant la campagne assez mesuré. Mais en ce moment, dire qu'il faut convoquer tout le monde pour une augmentation générale. Alors en plus de ça, on est en pleine inflation, ce qui fait qu'augmenter les salaires dans l'inflation, c'est terrifiant. Ça décuple l'inflation. Enfin, ça l'augmente. Donc je veux dire, on peut pas dire ça. Les boîtes ont des difficultés. Les PME, on le dit pas assez. Le remboursement des prêts, les salariés qui sont pas là, les manques de pièces à importation. J'ai 3 usines. Je dis j'ai, mais Synthétique 3 usines. Il y a plus de commandes de l'industrie automobile, les pièces n'arrivent pas, il a mis la moitié au chômage technique et vous voulez qu'il les augmente ?
Je veux dire qu'il faut être responsable. Et ce qui est très grave, c'est notre faible niveau d'économie. Parce que je comprends qu'on ait envie d'augmenter les gens, je comprends qu'il y ait des salaires qui choquent, je comprends tout ça, sauf que ceux qui font grève, c'est pas ceux qui ont le salaire qui choque, mais il faut quand même un minimum de compétences économiques. Je veux dire, quand il n'y a pas de clients, quand on n'arrive pas à s'approvisionner, quand les salariés en plus n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas d'essence, la loi par exemple dit par contre que le fait de ne pas avoir d'essence n'est pas une excuse pour arriver au bureau. Mais pour arriver en retard ou ne pas venir au bureau. Mais il n'y a pas un patron qui le reprochera à un salarié. Ouais. Et pourtant, mais augmenter tous les salaires, c'est démago, c'est populo, c'est possible. On en parlait ce matin avant l'émission. Moi, je fais grève, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est qui. Non, mais il y a un pouvoir de nuisance entre guillemets. Je mets nuisance avec des guillemets dans certaines professions qui peuvent, que ce soit la RATP, la SNCF, l'essence. Oui, il y a un impact et évidemment qu'on se presse pour des négociations. Maintenant, les salariés de PME, vous les voyez faire grève ? Alors, ils n'ont pas besoin de faire grève, excusez-moi. D'abord, on a des salariés. Quand on en est content, on les garde. Ils savent ce qu'il en est de la preuve. On a des salariés, on a de moins en moins de salariés, on a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, c'est très grave. À cause des entreprises. Et pourquoi à cause des entreprises ? À cause des charges salariales, des charges salariales. Eh oui, parce qu'on lui dit, et même que ce soit d'ailleurs dans la pub, dans les médias, ma chère Valérie, mettez-vous à votre compte et je vous recrute. Et on se met à son compte parce que les charges salariales sont beaucoup moins élevées. Et que vous avez une souplesse, et un détournement total de la fonction une flexibilité, un détournement total de la fonction d'auto-entrepreneur. Complètement. Non, mais Sophie, moi, augmenter tous les salaires. Oui, je crois que on n'échappera pas à la question du pouvoir d'achat qui va être au cœur de la société. Et donc, je pense qu'il faut l'affronter et il y aura des augmentations de salaire. En plus, je pense qu'elles sont importantes, ces augmentations de salaire, dans la mesure où il est très important que les gens qui travaillent puissent vivre de leur travail. Et c'est une vraie question de société. Et sans chèque. Voilà. Donc la question, moi je suis pas choqué par ce que dit Roussel. On n'échappera pas. En ce moment, la grande conférence sur les salaires en ce moment. Mais oui, mais c'est jamais le moment. Oui. Sophie, le problème, c'est que c'est jamais le moment. Il y a toujours quelque chose qui empêche que ce soit le moment. Vous voyez. Et comment ça marcherait une conférence sur les salaires ? Pourquoi c'est l'État qui ferait une conférence, pardon ? Parce que c'est ça. On est en train de dire faites donc, monsieur l'État, une conférence sociale. C'est pas eux qui vont nous inciter à augmenter. Il y a clairement un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. C'est une réalité. Quand vous voyez le mouvement des Gilets jaunes, il est conditionné par le gouvernement. C'était quand même un problème de pouvoir d'achat. C'est des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Il y a une revendication forte aujourd'hui d'arriver à vivre de son travail. Je la soutiens. Vivez à Paris avec 2000 €, vous avez des salaires, des loyers. Au lieu de rendre l'argent, au lieu de le prendre pour le redistribuer, c'est à l'État que je m'adresse. Parce qu'on fait des chèques. Il y a des chèques sans arrêt. Oui, mais s'il n'y en avait pas. C'est justement ce qui devient insupportable. Voilà. C'est de devoir avoir finalement un faible niveau de vie compensé en permanence par des aides de l'État. Nous sommes d'accord. Ça, c'est psychologiquement très difficile à vivre. C'est psychologiquement très difficile à vivre. Oui, mais par exemple, pour les PME, pour les entreprises qui vont être amenées à augmenter leurs salariés, ne serait-ce que pour faire ces salariés qui doivent faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie de façon qui sont des coûts exponentiels. Par exemple, pourquoi l'État ne pourrait pas différer le remboursement des PGE? Tu vois, parce qui grèvent beaucoup les résultats aujourd'hui des boîtes. Ou les mettre en fonds propres, on a demandé en fonds propres. Donc ça peut être donnant-donnant. Enfin, c'est pour ça qu'une conférence est nécessaire. Régis de Castelnau. Oui, je voulais dire qu'effectivement, c'est la responsabilité de l'État. En France, depuis longtemps, Sophie est bien placée pour le savoir, on avait un système où, effectivement, il y avait les corps sociaux, qui étaient importants, qui avaient du poids, de l'autorité, qui étaient souvent sans rapport avec leur véritable influence, mais qui étaient utilisables. Et donc, on demandait aux partenaires sociaux de négocier. Il y avait tout un travail qui était fait, ce qu'on appelait les corps intermédiaires. Et l'État arbitrait ce travail
massif et important. Mais M. Macron a dit, je me rappelle de son premier meeting de campagne en septembre 2016 à la Mutualité, non, ça c'est fini, moi je ferai que ce que je veux, enfin je schématise un petit peu, et malheureusement, aujourd'hui, que ce soit du côté du MEDEF, que ce soit du côté des grandes centrales syndicales, hein, je veux dire, ce système-là ne fonctionne plus. Donc effectivement, écoutez, c'est aux entreprises de se débrouiller, etc. À partir du moment où on est confronté à une crise de cette nature, de cette importance, où effectivement il y a des problèmes de pouvoir d'achat, de détresse, et puis on va vers des temps difficiles, hein, l'État, bien sûr qu'il a une responsabilité, c'est lui qui gère ce pays. Donc, et je dis que ça a été une erreur énorme d'avoir court-circuiter finalement les corps intermédiaires, ces partenaires qui sont bien utiles. Exactement. Ils sont bien utiles. On va marquer une petite pause juste pour le salaire de M. Pouyanné, c'est 6 millions d'euros par an. Il en gagnait 3,5, s'est augmenté, enfin 3 l'année dernière, il s'est augmenté de 52%. 6,5 millions d'euros, c'est totalement indécent. C'est totalement indécent. Indécent. C'est très indécent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'a rien créé en plus. Bon, allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on va parler de l'Assemblée nationale, de ce qui s'y est passé hier. Un tweet tout de même de Stéphane Vogetta, qui est député des Français de l'étranger, et il tweete: au vu de sa mystérieuse participation à distance au vote de cette nuit à l'Assemblée nationale, notre collègue Adrien Quatennens est-il, alors là il y a plusieurs choix, en retrait de la NUPS, en arrêt maladie, en gestion de son divorce ou en plein foutage de gueule? C'est-à-dire que quatre peut-être. Les quatre peut-être. C'est vrai que la situation d'Adrien Quatennens. Par le plaindre, moi. Pardon? Je finis par le plaindre. Non, mais moi, ça vient faire. Sophie, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un salarié qui divorce, vous continuez à le payer pendant. Il est officiellement en retrait. Non, mais il est en. Oui, bien sûr. Mais qui ne viendrait pas travailler. Encore une gifle médiatique. Voilà. Je pense que d'abord, je le convoquerai. Voilà, bien sûr que non, il y a du bon sens. Mais là, la situation est telle que je sais plus ce qu'il faut faire, quoi. Non plus d'ailleurs. Bon, parlons de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Attendez. Moi, je voudrais faire une petite remarque. Oui. Légalement, vous qui êtes avocat. Ils sont dans la nasse. Oui. Ils sont, les Tartuffes, le boomerang Tartuffe qui leur revient dans la figure. Hein, et puis le pauvre Quatennens n'est pas le pire, mais ils ont dans leur programme le référendum révocatoire. Oui. D'accord? Hein, qu'est-ce que M. Quatennens... Là, c'est indémerdable, excusez l'expression, l'histoire. Qu'est-ce que M. Quatennens et ses amis attendent pour le faire démissionner? Hein, et ensuite, ils se représentent devant les électeurs pour leur demander, voilà ma situation. Oui. Voilà ma situation. Où est le problème? Non, on veut rester là, on veut garder le nombre, on veut garder l'indemnité. Je trouve ça. Et surtout, c'est incohérent au plan politique. Le référendum révocatoire, va demander à tes électeurs ce qu'ils en pensent. Et s'ils te réélisent, pas de problème. Oui, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc on va lui demander de démissionner. Il y aura la moitié du mouvement qui va hurler. C'est très compliqué. Il y a des règlements de compte à l'intérieur aussi. Quand même, non? Oui, absolument. Je voudrais qu'on revienne donc sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Donc, député du Rassemblement national, député Loubet, qui a interpellé Bruno Le Maire. Écoutez, et puis tout de suite après, la réponse cette nuit de Marine Le Pen. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. On va poursuivre les débats, on va laisser le groupe Rassemblement National quitter l'hémicycle.
Voilà, et donc, alors il y a eu 2 réponses de Marine Le Pen. Tout de suite à la sortie de l'hémicycle, elle a répondu à Bruno Le Maire qui a pointé du doigt de façon extrêmement insistante tous les bancs le banc du Rassemblement national. Écoutez ce que disait Marine Le Pen. Il est lâche. Ça n'est pas une insulte, c'est un fait. Et d'ailleurs, M. Loubet a rappelé un propos qui est le propos de M. de Villepin. Donc il a rappelé au ministre de l'économie, à propos de M. de Villepin, ministre de l'économie, qui travaillait lui-même avec M. de Villepin. Voilà. On ne menace pas, on ne pointe pas du doigt des députés quand on est ministre. S'il n'est pas capable de garder son sang-froid, eh bien qu'il aille planter des fraises. Voilà. Et puis cette nuit, donc Marine Le Pen dans l'hémicycle est revenue sur l'incident. Ah bon, moi je pensais qu'on l'avait. Je pensais qu'il y avait la suite où elle a dit non seulement c'est un lâche, mais en plus c'est un menteur. Donc Christian de Villeneuve, moi je veux dire. Valérie, mais en plus de ça, alors il y a ça, mais faut-il demander des excuses? C'est parce que parce que Bruno Le Maire a demandé des excuses. Alors on n'en sortira plus. Enfin, je ne sais pas s'il faut demander des excuses ou pas. En plus, c'est pas très nouveau parce que je crois que cet été il y avait la députée Michel Panot qui avait été Mathilde Panot qui avait été traitée de poissonnière, je crois. Fleur Pellerin autrefois, des pot-aux-fleurs. Enfin, c'est pas très nouveau. Sauf que la classe politique aujourd'hui est assez décriée, a une image épouvantable. Je ne sais pas, je ne crois pas du tout que ce soit souhaitable de voir ce spectacle qu'offrent aujourd'hui les députés à se lancer des injures les uns aux autres. Alors effectivement qu'on traverse une situation très 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 difficile, qu'il y a un budget qui je crois va être très difficile à voter, qu'il y a l'examen de la réforme de l'assurance chômage, et pendant ce temps-là, ils se traitent de menteurs, de menteurs, de lâches. C'est irresponsable. Irresponsable. Et puis ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a l'impression qu'ils votent non pas pour l'intérêt général et pour notre bien, qu'ils votent pour embêter le copain d'hémicycle. C'est-à-dire qu'on vote contre le copain d'hémicycle. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été Geneviève Götzinger. Ce qui est intéressant quand même, c'est que depuis le début de cette session, le Rassemblement national était dans une stratégie de respectabilité. Oui, c'est ça. Oui. Et là, avec ce qui s'est passé hier, il est un petit peu à contre-image. Et ça, je ne comprends pas bien pourquoi, en fait. Je ne vois pas l'intérêt. Il se nupéise quelque part. Et il est en train d'aller sur parce qu'ils étaient très sages avec les cravates. Exactement. Ils n'ont pas encore enlevé leur cravate. Donc, bon, là, manifestement, cette stratégie de respectabilité est mise entre parenthèses. Après, Bruno Le Maire joue un peu les vierges effarouchés quand même. Pousse le bouchon. Je pense qu'il était réellement en colère. Il avait l'air très en colère. Franchement, c'est pas non plus très grave. Régis. On parle c'est de la diversion. Oui, complètement. On parle pas du fond. On parle pas du fond. Vous avez raison, Régis. Enfin, voyons, il s'agrippe à cette histoire de citation de Villepin. Le pauvre Bruno, celui qui devait effondrer l'économie russe, celui qui passe son temps à faire des selfies où il est en train de boire des cafés, on se demande ce qui lui passe par la tête. Là, on vient lui poser des questions précises sur les problèmes de désindustrialisation, de perte d'entreprises qui sont vendues à l'étranger, etc. C'est un débat important. Le président de la République s'était engagé sur cette question soutenue par Jean-Pierre Chevènement. Et là, il m'a traité de lâche, c'est mal et tout. Mais c'est nul, ça. Il est ministre, enfin voyons, de l'économie française. On lui pose des questions de fond qui répondent à ces questions de fond. Excelia, que devient cette entreprise? Qu'est-ce qui se passe après Alstom sur ses démembrements? Enfin, voyons. Donc, non. On ne parle que du terme lâche ce matin, une citation de Villepin. Mais pas du fond. Mais pas du fond, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Mais on ne parle plus du fond. Donc il s'accroche à ça pour ne pas répondre sur le fond. Sans compter que se contredire et ne pas dire la vérité, ce qui veut dire en fait mentir, ne me semble pas une insulte effroyable. Oui. Mais bon. C'est pas flatteur quand même. Non, c'est pas on peut tous les traiter de mentir. Pas terrible. Ce soir, le président de la République va s'exprimer sur France 2 à 20h30. Ce sont 2 interviews, 2 grands entretiens avec Caroline Roux. Le premier ce soir, le second la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera consacré à la France, pouvoir d'achat, etc. Et ce soir, à l'Ukraine. N'aurait-il mieux pas valu inverser les thématiques, vous qui avez été longtemps directeur
de rédaction. Vous auriez été le patron de la rédaction de France 2, vous n'auriez pas changé le... J'allais vous dire, je ne vois pas comment il va pouvoir échapper, au moins au début d'émission, à des questions sur la situation en France actuellement. Oui, c'est évident. Qui l'interroge ce soir? Caroline Roux. Caroline Roux, et après il y a un débat. Mais c'est vrai que la situation en Ukraine préoccupe les Français, mais je pense qu'ils sont principalement préoccupés par le pouvoir d'achat, la grève et tous ces sujets-là. Tout est en ligne d'ailleurs. Moi j'ai dirigé Radio France Internationale, donc évidemment le côté international m'intéresse particulièrement. Et la situation en Ukraine a quand même un impact réel sur la vie des Français. Donc on peut aussi aborder... Enfin, il y a un lien qui est assez évident aujourd'hui entre les deux, hein, en termes de pouvoir d'achat, en termes de chauffage cet hiver, en termes de valeurs aussi qu'on promeut ou pas, en termes d'implication dans le conflit, forme d'implication dans le conflit, puisqu'on a appris qu'on allait renforcer notre présence militaire en Roumanie et en Lituanie. Hein. Oui. Régis, je voudrais faire une petite remarque là-dessus, justement. Oui, je pense que c'est assez important et que Emmanuel Macron continue sa pratique du en même temps. Hein. C'est-à-dire que ce que vient de dire Geneviève est vrai, implication, on va redonner des canons César, etc. Hein, et en même temps, contrairement à ma chère Ursula von der Leyen, il préconise et la négociation. Je rappelle que Angela Merkel est sortie de sa retraite pour dire ça suffit. Maintenant, il faut discuter et il faut trouver des solutions. Et donc, Emmanuel Macron pratique toujours le en même temps. J'attends de voir un peu. C'est un peu acrobatique, hein, toujours d'avoir ça. Et sur l'intérêt des Français. Je suis ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve ça assez passionnant. C'est une société très en crise. Il y a des élections de midterms le 8 novembre prochain. Effectivement, l'opinion publique américaine, alors pour eux c'est encore plus loin. Hein, l'opinion publique américaine se désintéresse assez massivement de ce qui se passe en Ukraine. C'est autre chose dans les partis, autre chose dans la sphère politique, mais au niveau de la population, les études d'opinion sont de ce point de vue assez nettes. Oui. Alors après, il y a l'Ukraine, mais l'international, c'est pas que l'Ukraine. J'espère qu'il sera interrogé sur l'Afrique, parce que ce qui s'est passé quand même au Burkina Faso, dans le putsch, a été particulièrement grave, avec la tentative de saccage de notre ambassade, avec partout en Afrique quand même un mouvement anti-français payé par les Russes et fomenté par des trolls russes sur les réseaux sociaux qui sont partout en train de dégommer la France en fait dans une espèce de lutte d'influence. Donc il est important que le président de la République soit interrogé là-dessus et donne une réponse, et essaie de trouver une réponse, parce que la France ne peut pas s'enferrer dans une relation de plus en plus mortifère avec ce continent auquel nous lie des relations très fortes. Je vois à l'instant une vidéo là, qui va beaucoup faire parler, qui a été, alors je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas ça vient, enfin, qui l'a faite de l'Ukraine, qui met des images de Paris, de chocolat, de roses, etc., et qui dit merci beaucoup la France, en gros, pour vos gestes d'affection, mais si vous nous aimez vraiment, envoyez-nous des canons et des fusils mitrailleuses. Les gestes romantiques, ça va, on a besoin de plus. Je dois dire que c'est de mauvais goût, parce que franchement, Emmanuel Macron a tout essayé depuis le début, a été efficace. On a fermé nos entreprises, excusez-nous. On a joué le jeu. En Russie, oui. Oui, en Russie, pour soutenir l'Ukraine. Et je trouve que c'est très mauvais goût. Et en plus de ça, il y a un vrai sujet que vous abordez là, c'est que on dit, est-ce que la France entre en guerre, au contraire, parce qu'elle est en train de livrer beaucoup d'armes. Oui, c'est ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, et entre en guerre, la réponse est forcément non, parce que d'abord il faudrait que ce soit demandé à l'Assemblée nationale, et ensuite il est hors de question, et nous sommes incapables d'avoir une guerre. C'est très hypocrite quand vous fournissez des armes. Bien sûr, vous êtes co-belligérants. C'est pour ça qu'on dit que la France entre en guerre et qu'il faudrait faire attention. Oui. Non, mais ça fera partie des questions qui lui sont posées. Régis, vous en pensez quoi, vous ? Je pense que, oui, bien évidemment. Et sur cette fourniture des armes, et je reviens aux États-Unis, le Pentagone commence à mettre vraiment le frein à main en disant, bon, voilà, on est à l'os, hein, donc on a donné beaucoup de choses. Les militaires, il y a eu un conseil de défense, les militaires sont français aussi. Je rappelle quand même que la France serait capable, dans une guerre de ce type, hein, de tenir un front de 80 km
Il fait 1200 km en Ukraine, hein, et 8 jours, avec 8 jours de munitions. Bon, tout ça est bien joli, hein, mais je pense qu'effectivement, tout le monde devrait se précipiter à la tentative de trouver des solutions, hein, y compris en regardant un petit peu ce qui se passe dans le monde, Geneviève, parce que je constate qu'après ce qui s'est passé à l'OPEP avec l'Arabie Saoudite, qui a pris le parti délibéré de la Russie, j'ai vu qu'hier, ou avant-hier, c'est-à-dire le jour des frappes, j'ai vu que le président des Émirats Arabes Unis est allé en grande pompe en Russie, à Saint-Pétersbourg, pas à Moscou. Hein. Donc, il faudrait qu'on... Au-delà de cette communication en disant « ne nous envoyez pas de chocolat, envoyez-nous des armes », on redevienne sérieux. On est quand même dans une situation d'une espèce de guerre mondiale hybride, hein, et on serait bien avisé d'être très prudent. Et j'espère que le président, ce soir, il va dire « il faut négocier, il faut travailler, il faut trouver des solutions ». Oui, enfin, il envoie des armes pour l'instant. Comme dit Merkel, comme dit Merkel. Oui, on envoie des chars Leclerc. Des Griffon en Estonie et des avions Rafale en Lituanie. Oui. Donc on est en train de se positionner sur le front de l'Est. Et on est assez démunis parce qu'on n'en a pas tellement. Ouais. Eh bien, tout cela est à suivre. Merci. Absolue. Oui, absolument. Bonne journée. Vous pourrez aller au marché de Strasbourg, marché de Noël de Strasbourg, où il y a des contraintes. Maintenant, on ne peut plus vendre de champagne ni de tartiflette parce que c'est pas local, mais on autorise d'autres choses. Qui a décidé ça ? C'est la maire de Strasbourg écolo. Le crucifix aussi est interdit. Évidemment. Par la maire écolo. Le crucifix est interdit. Je ne sais pas. Et les serre-têtes. Allez savoir pourquoi. C'est le conseil municipal qui veut pas qu'on combatte les cafards dans les appartements, parce que ce sont des commensaux. Je ne plaisante pas. Ah, c'est vrai ? J'ai pas vu ça. Il y a un an et demi. Donc voilà, vous regarderez la liste. C'est tout à fait étonnant, parce que certains sont autorisés sur certaines conditions. En tout cas, le serre-tête est interdit. Sophie, c'est très mauvais pour vous. Un serre-tête ? Mais non, ça y est, vous êtes en train de me traiter de Versaillaise. Voilà, absolument. Allez, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média avec Chloé Nabédian. À tout de suite.